Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Journée internationale de la liberté de la presse, Patrick Muyaya promet de décompter tous les médias non en règle qui émettent sur TNT. Inauguration ce mercredi 3 mai par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi des hommes d'étudiants à l'Université pédagogique nationale, une année après le lancement des travaux. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le monde entier célèbre ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, la cérémonie commémorative de ses 30e anniversaire s'est déroulée au fleuve Congo tel en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Célébré sous les thèmes « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo », nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le professionnel des médias se sont retrouvés en séjour pour commémorer ce 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Prenant part à cette cérémonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité une minute de silence en mémoire des journalistes tombés en plein exercice de leur métier, notamment dans la partie est de la RDC, tout en se félicitant des avancées enregistrées depuis la tenue des États généraux de la communication et médias en janvier 2022. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Classée sa 54e pays en matière de liberté de la presse en 2019, la République démocratique du Congo occupe la 124e place en 2023 sur sa 80. Reste donc que, pour cette année, le thème international façonner un avenir des droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Les spectateurs, vous... Étant responsable des médias congolais, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya annonce que le 9 mai prochain est la date butoir pour décompter tous les médias non en règle qui émettent sur le TNT. Selon ces derniers, la nouvelle loi marque le premier pas de la salubrité médiatique. L'impératif de la salubrité médiatique que vous nous avez recommandé, Excellence Monsieur le Président de la République, a été le fil conducteur de notre travail durant l'élaboration de cette nouvelle loi. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précitée les définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information, c'est d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. En ce qui concerne la salubrité médiatique, j'aimerais rappeler ici que la première phase du contrôle de conformité administratif et documentaire des éditeurs de programmes et des sociétés de télédistribution pour la ville-province de Kinshasa a été bouclée par la commission permanente ad hoc. Les résultats ont été présentés lors de la 95e réunion du Conseil de ministres qui en a pris acte. À l'expiration du délai de grâce de 15 jours qui court jusqu'au 9 mai 2023, nous allons procéder à la déconnexion des éditeurs de programmes non en règle et à la connexion de ceux qui le sont, à la déconnexion de ceux qui émettent encore en analogique, à l'extension de ce contrôle administratif et technique dans une seconde phase aux différentes radios et aux autres catégories de médias.
Quant au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a rappelé aux professionnels des médias le sens du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser, de dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, mais aussi de parler sans porter préjudice. Ce 3 mai ne devrait pas seulement nous rappeler combien de journalistes sont morts, micro et stylo en main, ou combien sont ceux qui sont en prison ou en détention, alors que la place du journaliste est dans sa rédaction. Mais cette journée devrait aussi rappeler aux professionnels des médias le sens du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser, de dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, de parler sans faire du mal. Le journaliste, en effet, n'intimide pas, n'harcèle pas, ne ment pas, ne calomnie pas, n'extorque pas et ne monnaie ni sa conscience ni sa liberté. Autant il est question que le pouvoir public ne muselle pas la presse, autant il faut nous battre pour que les poches ne musellent pas la presse. Chaque presse devrait choisir entre servir son peuple ou trahir sa mission. En ce moment, il est important de rappeler aux professionnels des médias que le pays traverse une situation d'agression lâche et barbare perpétrée par M. Kagame, qui visiblement se perd même sur les questions simples des frontières des terres. Autre chose, la journée du mercredi 3 mai a été marquée également par l'inauguration des résidences estudiantines de l'Université pédagogique nationale. La première phase de l'ouvrage de réhabilitation a été faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Sous le soleil accablant de ce mercredi 3 mai, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à la cérémonie de l'inauguration des résidences estudiantines, la première phase de l'ouvrage de réhabilitation à l'Université pédagogique nationale IPN en sigle. Grâce à ce programme national de réhabilitation des universités de l'État, après une année de travaux, l'Université pédagogique nationale bénéficie des résidences estudiantines de qualité pouvant accueillir les étudiants venus des différentes provinces. La rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeure Anastasie Mantsanga Mamponda, a adressé quelques mots de remerciement au chef de l'État pour cet acte à l'égard de la jeunesse congolaise et particulièrement aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. L'IPN, notre alma mater, restera à jamais reconnaissant à votre très haute autorité pour ces belles œuvres jamais réalisées en 60 ans de son existence. Il va sans dire qu'il a fallu votre avènement à la tête de notre cher et beau pays. J'ai cité la République démocratique du Congo pour que l'IPN se métamorphose afin de répondre aux standards internationaux. Dans cette même occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et en sigle Moïndo Nzangi, lui à son tour apporté les éloges et quelques recommandations pour ses travaux bien réalisés. Les conditions de travail devenues effraïennes. La conséquence évidente en a été la baisse de la qualité de la formation, la détérioration des conditions de travail des enseignants, des administratifs, des étudiants et partant, la perte de la crédibilité dans tous les systèmes éducatifs du supérieur. Mais à ce jour, oui, je vais affirmer que le programme que nous pilotons à l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement béton, relève d'une pensée originale. Notons que le représentant des étudiants de l'Université pédagogique nationale a aussi plaidé pour l'amélioration des conditions d'études, entre autres mettre fin définitivement à la grève des professeurs et pour finir, il a sollicité une audience auprès du chef de l'État pour exposer différents problèmes des étudiants de l'UPN. Rappelons par ailleurs que c'était depuis janvier 2013, à la suite d'une décision officielle, que plus de 500 étudiants ont été délogés pour la réhabilitation de cet édifice. Le travaux de réhabilitation pour la première phase se poursuit à l'Institut national de bâtiments et travaux publics, l'UNBTP en sigle, et à l'Université de Kinshasa.
Changeons de chapitre, la relance des travaux de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili est au centre d'une réunion à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le ministre des Transports ainsi que le patron de la société Milvest. Dans cette réunion, il était question de présenter les modèles que la société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo pour relancer les travaux de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili. Une audience aujourd'hui accompagnée de mon collègue le ministre d'État à l'aménagement du territoire en rapport avec le projet de construction de l'aéroport international d'Ndjili. Et nous avons pensé amener auprès de l'autorité le patron de la société Milvest qui est venu présenter le grand projet qu'il a pour l'aéroport international d'Ndjili. Comme vous le savez, notre joyau de la République démocratique du Congo, depuis longtemps, les travaux sont demeurés bloqués. À son tour, Turon Midon, patron de la société Milvest, a souligné que ces projets pourront être entamés au mois de septembre prochain. Nous avons un but de commencer le projet au mois de septembre. Bien sûr, s'il y aura certainement le soutien de son Excellence Monsieur le Président, son Excellence Monsieur le Premier ministre et leur Excellence aussi nos ministres. S'ils me soutiennent par rapport à ça, on pourra entamer le projet au mois de septembre. Ce projet-là se fera sans qu'il y ait vraiment un poids de budget qui s'apaisera sur l'État. Donc on évitera tout cela et on fera le projet. Il suffit de préciser que le ministre d'État à l'aménagement du territoire Guy Luando a aussi accompagné cette délégation. Prenant cette actualité en plus bref, le gouvernement congolais s'est accordé avec la mission du Fonds monétaire international dans le cadre de la 4e revue du programme économique. Cet accord est le résultat d'énormes efforts consentis et ces résultats devraient être confirmés par un décaissement de plus de 200 millions de dollars américains d'appui à la balance de paiement. Retenez que le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a lancé le mardi dernier à Kinshasa la campagne de collecte de fonds en faveur de personnes vulnérables ainsi que de dépendants de forces de défense et de sécurité. Regardez. Cette campagne a pour but de mettre en place diverses stratégies de collecte de fonds auprès des différents partenaires pour mobiliser dans 6 mois 30 millions de dollars américains afin de soutenir le groupe vulnérable de personnes nécessiteuses ainsi que des dépendants de forces de défense et sécurité du pays. Cette campagne vise à soutenir les actions prévues dans le cadre du programme de relèvement socio-économique des groupes vulnérables de personnes à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale du gouvernement piloté par le Fonds national de promotion et de services sociaux. Des domaines d'intervention ont été choisis pour ces programmes, à savoir la sécurité alimentaire et la protection sociale dans le volet assistance et assurance. Ces interventions concernent particulièrement la couverture du risque sociaux ainsi que l'accès aux services sociaux de base tels que la santé, la nutrition, l'éducation, l'eau, l'électricité, les logements décents, les infrastructures sociales et communautaires. À retenir, dans le cadre des actions humanitaires, le ministre des Actions sociales avait en décembre dernier remis de vivres et des kits hygiéniques auprès des sinistrés de pluie à Kinshasa. Ces dons avaient été offerts dans le cadre de fêtes de fin d'année. Poursuivant ces journaux, plus ou moins 8 civils ont été tués depuis lundi 1er mai dernier dans la province de l'Ituri, dans une nouvelle attaque attribuée aux forces négatives ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique. Gracien Kiumbo pour les détails. Selon des sources locales, la première incursion a eu lieu dans le village Sessa, dans le groupement Bandavilemba. Ces mêmes sources affirment que dans cette localité, 2 personnes, dont un homme et une femme, qui s'est trouvé au champ, ont été abattus par ces assaillants armés. Les coordonnateurs de la société civile de Bandavilemba a indiqué que les militaires sont arrivés après les forfaits pour repousser l'ennemi. Un autre groupe de ces rebelles s'est introduit le même lundi au quartier Coton, dans la localité des Makumo, territoire des Mambasa, où ils ont tiré plusieurs coups de feu, ayant atteint 6 personnes qui sont mortes sur place. L'organisation CRDH ajoute que plusieurs personnes sont portées disparues, d'autres blessées lors de ces drames et une maison incendiée au passage de ces rebelles. Elle ajoute également
que de nombreux habitants de cette contrée ont fui vers Beni et Mangina au nord Kivu et la circulation sur la route numéro 44 est interrompue. Les habitants d'Irumu et Mambasa plaident pour l'intensification des opérations Shuja pour démanteler ces ADF. Vous le savez qu'un incendie s'est déclaré le mardi dernier dans la soirée à la boulangerie Pain Victoire située dans la commune de Lingwala. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels énormes. L'origine de ces faits serait un court-circuit. Suivez. C'était aux alentours de 20 h que cet incendie à l'usine des Pains Victoire a eu lieu. Selon certaines sources, le fait est d'origine électrique. Après une coupure brusque de l'électricité au rétablissement, il y a eu un grand feu. Les pompiers de la ville de Kinshasa sont arrivés sur le lieu du drame pour éteindre ce feu. Malgré cela, il y a eu plusieurs dégâts matériels, notamment le produit nécessaire pour la production de pain, les pièces de réchange des machines de production stockées dans les dépôts de l'usine. Cependant, aucune perte en vie humaine. Notons que c'est pour la deuxième fois en quelques jours que cette boulangerie prend feu. Élections syndicales, début des assemblées générales dans plusieurs entreprises. Le mardi des mains dernier, c'est au tour de la Sonaïdro. L'Union des syndicats du Congo était présent dans le site de l'hôpital de la Sonaïdro à la première présentation de l'USC à table sur le rôle des syndicats. Espoir qui n'en veut dire. Le site de l'hôpital de la Société nationale des hydrocarbures du Congo a abrité les assises de l'Assemblée générale de l'Union des syndicats du Congo. C'est à 10h45 que les travaux ont débuté par une brève présentation des membres de l'Union des syndicats du Congo faite par Mme Myriam Yengo, candidate déléguée de l'ISC. Prenant la parole à son tour, le camarade Hervé Bansimba Tandou, secrétaire général adjoint chargé de la formation, a dans son allocution présenté l'Union des syndicats du Congo partout où elle est, dans les administrations publiques et privées. Et il a ensuite rappelé le rôle du syndicat avant d'exhorter ses pairs à bien mener leur lutte tout en fustigeant le comportement de certains syndicats qui considèrent l'employeur comme un ennemi, mais par contre, il est un partenaire social. Nous allons bannir toutes ces mauvaises pratiques. Donc, nous venons avec un autre esprit. Ce n'est pas comme les autres font, mais nous allons faire ça autrement. Et nous allons insister. Nous, ce que nous rejetons dans notre organisation syndicale, c'est la corruption. Parce que l'employeur n'est pas un ennemi, mais c'est plutôt un partenaire social. Dans les syndicats, on parle des partenaires sociaux. C'est-à-dire, nous sommes là, nous allons aider l'entreprise à aller de l'avant. Le secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats du Congo a formulé la demande aux travailleurs de voter pour l'ISC afin de défendre leurs intérêts sociaux professionnels et protéger l'outil du travail. Nous sommes venus ici pour solliciter vos voix parce que nous estimons que la Sonaïdroc mérite mieux. La Sonaïdroc doit revêtir sa plus belle robe. Et cela passe par un syndicat fort. Un syndicat qui doit défendre valablement les intérêts socio-professionnels des travailleurs, mais aussi protéger l'outil du travail. Et nous pensons que nous sommes ces syndicats-là qui doivent faire ce travail. Donc, faites-nous confiance, votez pour l'Union des syndicats du Congo, vous ne serez pas déçus. Il est de noter que les syndicalistes sont donc invités à suivre la formation syndicale qu'organise l'Union des syndicats du Congo en faveur de ses membres afin de les enlever de l'ignorance syndicale qui est la source de beaucoup de désordres au sein des entreprises. En sport, on parle du premier tête-à-tête entre les sélectionneurs managers de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre, et le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou. Au menu de ces échanges, les plans d'action pour le match contre le Gabon et les Soudans prévus le mois prochain. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon.
Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. Clôturons par les valeurs nutritives. Que saviez-vous de l'ananas? L'ananas peut contribuer à la bonne santé du système digestif. En outre, les enzymes contenues dans ces fruits, connus sous le nom de broméline, décomposent les protéines en leurs plus petits éléments constitutifs, à savoir les acides amines et les peptides. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Journée internationale de la liberté de la presse, Patrick Muyaya promet de décompter tous les médias non en règle qui émettent sur TNT. Inauguration ce mercredi 3 mai par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi des hommes d'étudiants à l'Université pédagogique nationale, une année après le lancement des travaux. Merci de votre attention soutenue, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.